Un des plus gros défis que j'ai eu jusqu'à présent, c'est ça. Donc, le mélange du privé et le professionnel ensemble. Peut-être je le referai pas. J'ai eu mon ex-épouse, par exemple, qui était mon associée. On était très investis dans notre business. On décide de se séparer. Et donc là, on se dit, bon, ok, très bien. Mais après, le business, ça m'a appris beaucoup, mais ça m'a coûté très cher. Dans l'état actuel, aujourd'hui, on clôture un bilan avec de chiffre d'affaires, 1000 clients et plus de 150 collaborateurs. Et je pense qu'on pourrait arriver dans les 3 prochaines années à faire un x10. Quand par exemple j'en ai marre ou quoi, c'est de me dire tu vas vraiment abandonner. Mais la question en fait, exactement. J'y réponds directement et donc bien sûr que non. Et donc voilà, 2 marathons cette année-ci. Donc je l'ai fait, j'ai surpassé moi-même, tu vois. Salut tout le monde, merci de regarder le podcast. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Yuri, entrepreneur investisseur. Salut Mathieu, salut tout le monde. Merci d'être venu et de partager aussi ton expérience, ton parcours qui au final va inspirer énormément de personnes, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou une partie investissement. À tous ceux qui débutent ou qui ont des blocages et autres. D'ailleurs, pour ça qu'on fait ce genre de podcast, c'est pour si jamais certains entrepreneurs avec une certaine réussite rencontrent des échecs, comment tu arrives à te relever pour inspirer plus d'un. Et également au niveau de ton parcours d'investisseur. Voilà. Très content d'être là, Mathieu. Merci de m'avoir invité déjà. Donc, dans un premier temps, je suis là pour partager mon parcours et un petit peu mon histoire. Et j'espère en tout cas pouvoir inspirer certains. Avec plaisir. Mais merci. Et du coup, si déjà tu sais nous parler justement de ton parcours du début. Je sais que justement tu n'es pas né en Belgique. Donc si tu sais déjà en parler un petit peu pour qu'on comprenne un petit peu quel genre de personne tu es et par où tu es passé pour arriver de là où tu es à l'instant. D'accord. Donc, pour faire un petit peu court ici, mon parcours, moi, je suis né au Brésil et donc je suis né en 88. Et puis, en 2000, je prends l'avion, je viens en Belgique avec mon frère, ma mère. Et donc, moi, à ce moment-là, j'avais 13 ans. Mon frère, 12 ans, ma mère célibataire qui venait de passer par un divorce, une période très difficile au Brésil. Et alors, j'ai ma famille qui vivait déjà en Belgique depuis peut-être 15 ou 20 ans déjà, qui invite nous pour les rejoindre ici en Europe, pour pouvoir donner un avenir meilleur niveau études, éducation en Europe qu'au Brésil, parce que bon, notre situation c'était un peu spéciale, c'est plus la séparation de mes parents. Mon père qui était pilote d'avion au Brésil, donc lui, mon père était pilote, il part au nord du Brésil, du côté de l'Amazonie, pour pouvoir travailler parce que c'était très dur là-bas de trouver un job dans ma ville. Moi, je viens d'une ville qui s'appelle Goiânia, c'est pas loin de Brasilia, donc la capitale brésilienne, on est 150 km, je pense. Et alors, mon père, dans cette difficulté, lui, il part au nord du Brésil, donc ça s'appelle Pará, c'est à côté c'est en Amazonie, quoi. Okay. Très loin de chez nous. Et alors, à ce moment-là, on était 2 enfants, âge presque adolescent, hein, donc dans la préadolescence, et la famille qui était déjà ici en Europe. Donc, des cousins, des tantes, tout le monde était ici bien installé depuis quelques années, bien intégré en tout cas, et qui nous invite, qui dit tiens, venez nous rejoindre pour les études des enfants. Donc, c'était ça l'idée. Et en 2001, on arrive en Belgique, je me rappelle que c'était décembre 2001. On arrive en Belgique, il faisait très très froid, on ne parlait pas français du tout, mais c'était très chouette. En tant qu'enfant, on était très content de venir d'un pays très chaud en Europe qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, Bruxelles, Belgique, je ne connaissais pas à cette époque-là. Et voilà, donc ça c'est mon début en Belgique, c'était en 2001. Ok, merci pour ce partage. Et du coup, maintenant, entrepreneur dans l'âme. Et si tu sais nous expliquer justement quand tu as eu le déclic, après on parlera évidemment de ce qu'il a entrepris en tant qu'entrepreneur, mais expliquer justement à partir de quand ça t'est venu et est-ce que ça t'est venu naturellement ou c'est via tes proches ou Je pense que en fait l'âme d'entrepreneur est déjà dans ma famille. Donc j'ai une famille très entrepreneuse qui est venue immigrer maintenant ça fait 30 ans qui sont venus en Europe. Et en fait, c'est une famille qui a commencé de rien et qui a commencé à entreprendre. Et ça a commencé donc, avec beaucoup de difficultés. Mais nous, en tant qu'enfants, on a vu ça. On a grandi avec des personnes de la famille qui testaient des choses, qui essayaient des choses et tout. Et pour certains, ça a marché, pour certains un peu moins. Mais ça nous a beaucoup inspiré, moi et mon frère. Donc je dis toujours nous, parce qu'on est 2 frères. Hein. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et je pense que c'était tout à fait naturel dans ma génétique de voir entreprendre dans la famille. Et en fait, si tu veux, c'est marrant parce que moi, j'ai étudié en Belgique.
Donc moi, j'ai fait des études d'art, donc design intérieur. Je termine mes études. J'aime beaucoup l'art d'ailleurs. Dès que j'ai terminé mes études, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas eu l'envie de me lancer dedans. J'ai trouvé que c'était assez compliqué. Peut-être je pouvais aussi faire architecture, etc. Mais là, à ce moment-là, j'ai connu mon ex-femme. Donc nous, on se connaît très jeune, on se rencontre très jeune. Et alors, une fois qu'on sort de l'école, moi, j'ai dit, tiens, pourquoi pas essayer d'entreprendre? Alors, dans quoi? Ça, c'était la question. Et alors, j'avais une de mes tantes qui était dans le domaine d'une prestation de services, nettoyage, etc., à Bruxelles et qui fonctionnait pas mal. Elle était aussi dans ses débuts. Et alors, ma famille m'a donné un petit coup de main au tout début. Et j'ai commencé. Donc, je pense que j'ai eu un client à l'époque. J'étais très, très jeune. Hein. J'avais 21, 22 ans. Et à ce moment-là, je commence à tester ça. Donc, pour l'ARIA. Donc, l'idée, c'était pas de faire nécessairement du nettoyage dans un premier temps, mais entreprendre. Quoi? Comment? Mais voilà. Peu importe le projet au final. T'avais envie de lancer quelque chose. J'avais envie de lancer quelque chose. Ok. Et donc maintenant, t'en es où par rapport à ce projet-là? Donc tu t'es lancé quand t'avais 21-22 avec ton premier client dans le titre-service. C'était pas encore les titres-services. C'était pas encore titre-service. En fait, au tout début, je travaillais avec ma tante. Elle m'a aidé, etc. Et donc, elle a facturé les premiers clients et tout. Et après, directement, avec mon ex-compagne, on s'est dit, tiens, on va lancer une petite société, on va essayer de voir comment ça fonctionne. On a lancé la société en 2011, une société de nettoyage professionnel à ce moment-là. Et tiens, cette société, elle existe encore aujourd'hui. Hein. Donc, elle tourne encore aujourd'hui. Mais en 2016, là, je lance l'entreprise de titre-service. Et donc justement, comme tu le dis, 2011, tu lances ta première société, tu avais déjà quelques petits clients. Et ensuite, de 2011 à maintenant, qu'est-ce que tu as développé et comment ça s'est passé justement? En fait, pour revenir un petit peu ici à 2011, qu'est-ce qui se passe? Donc, je lance ma boîte de nettoyage professionnel où essentiellement, j'allais chercher des grandes entreprises. Et moi, j'allais faire du travail de sous-traitance. Donc, j'ai commencé avec la sous-traitance. Ça marchait pas mal parce que j'avais quelques contacts, des très bons contacts. J'avais de la bonne main-d'œuvre avec moi. Je restais très limité. C'était que de la sous-traitance avec des marges très basses quand même pour pouvoir engager du personnel. J'avais pas mes propres clients. Avec ces marges basses que j'avais, je pouvais avoir un grand volume d'heures, mais j'étais assez limité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en 2016, je décide de lancer ma boîte de titres et services? Parce que c'est un autre système. Donc, il n'y a rien à voir. Donc voilà, donc le côté professionnel, on fait des bureaux, écoles, etc., etc. Mais après, les titres et services, c'est un domaine spécifique pour les particuliers, où il y a une intervention de l'État, etc., qui intervient. Et donc là, on a des marges beaucoup plus intéressantes pour pouvoir engager du personnel, développer sa boîte et pouvoir grandir avec plus de stabilité. Donc en 2016, je décide, avec l'aide de quelqu'un de la famille, qui me donne un petit coup de main et qui était déjà dans le domaine des titres et services. Et à ce moment-là, je dis, tiens, pourquoi pas essayer ça et en tout cas partir dans une direction de quelque chose de beaucoup plus stable et qu'on peut développer et qu'on peut avoir une stabilité au niveau équipe et du personnel qu'on peut engager, etc. Et avoir mes propres clients. Donc, le changement de 2011 à 2016 ici, c'est avoir mes propres clients et avoir cette stabilité de croissance en tout cas. Donc, c'est ça l'idée. Ouais, hyper intéressant parce qu'en plus de ça, titre-service, avoir tes propres clients, évidemment, tu travailles le volume et donc dans ces cas-là, tu limites le risque aussi. Perdre 2 clients, si tu en as plusieurs, évidemment, tu répartis le risque. Donc, hyper intéressant. Et tu as aussi ce système de récurrence parce que ceux qui, par exemple, n'ont pas de femmes de ménage ou autre, le business model, c'est quoi? C'est justement des femmes de ménage qui vont venir tous les X de manière ultra récurrente chez le client à raison de, dans ce cas-ci, X heures par semaine ou par mois. Et si tu gardes évidemment des clients pendant plusieurs années, ça te fait quand même une sécurité financière bien répartie. Oui, c'est ça. Donc, tout à fait. Je pense que le fait d'avoir ses propres clients et d'avoir un grand volume de clients, ça nous donne une... C'est sécurité financière. Tu limites le risque. Ouais. C'est ça. C'est exact. Et maintenant, tu as combien de clients? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a dépassé les 1000 clients. Donc, on a dépassé les 1000 clients. Félicitations déjà. Merci beaucoup. Tout le monde n'arrive pas à ces objectifs-là. Et encore, tu es jeune. Donc, non, merci beaucoup. Tu as tout à fait, ouais. Ouais, donc voilà, on dépasse les 1000 clients aujourd'hui. On dépasse les 150 collaborateurs. On est presque à 160 collaborateurs aujourd'hui. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on va arriver à 200 collaborateurs. Collaborateurs, c'est femmes de ménage et hommes de ménage, c'est ça? C'est exact, c'est exact. Quand je parle des collaborateurs, c'est les femmes de ménage, sans parler du team admin qui gère les équipes. Et alors aujourd'hui, on est dans une phase de restructuration de la base, parce que on comprend que dans une phase de croisière, je sais pas comment on va dire. Stagnation ou...
Stabilisation. C'est pas une stagnation, c'est-à-dire on est arrivé comme dans un plateau où si on ne travaille pas sur la base et les process de l'entreprise, donc on a compris qu'on a besoin de revoir tous les process. Ouais, tu n'arriveras pas à scaler. Ouais. C'est ton objectif. Ouais. C'est l'objectif et la boîte aujourd'hui, elle est assez mature pour pouvoir scaler, assez mature pour pouvoir... On a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir grandir. Je remarque en tant qu'entrepreneur, déjà ce que je fais, donc la gestion humaine est très compliquée, donc c'est une chose qu'il faut aimer, il faut aimer faire ce qu'on fait parce que gérer des gens, il y a toujours c'est pas des machines quoi. Donc il y a le côté humain. C'est quelque chose qu'on doit développer énormément tout le temps et c'est ce que j'aime faire en tout cas, ce contact humain. Et après, moi je disais qu'il fallait travailler tous les process, l'organisation de la société en soi pour pouvoir grandir. Donc on a beaucoup de potentiel, mais il vaut mieux aller organiser que d'aller n'importe comment et puis après se casser avec un gros volume quoi. Ouais, bien sûr, oui. En tout cas, hyper intéressant et on voit que ta croissance elle est quand même belle parce que c'est vrai qu'encore une fois, tu as lancé ça il n'y a pas si longtemps que ça parce que c'est 2016, ça fait 8 ans plus ou moins. C'est 8 ans. Tu as environ 1000 clients et 150 collaborateurs, des employés également. Est-ce que tu as un objectif bien particulier, chiffre que tu aimerais bien atteindre ou est-ce que tu avances comme ça Mais écoute, aujourd'hui, avec la société, dans l'état actuel, aujourd'hui, on clôture un bilan avec 5 millions de chiffre d'affaires, 1000 clients et plus de 150 collaborateurs. L'idée ici, c'est de on est occupé à faire une étude et de développer et de scaler en fait la structure parce qu'on est capable. Et on a tous les ingrédients qu'il faut pour le faire. Maintenant, il faut bien le faire. Et je pense qu'on pourrait arriver dans les 3 prochaines années à faire un x10 de tous ces chiffres que je t'ai... Après, tu as une bonne base, donc c'est envisageable, clairement. C'est ça, j'ai attendu beaucoup de temps d'être mature, que la société soit mature, etc. Parce que on a commencé en 2016. Ça fait un petit temps qu'on teste tous les process, etc. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a pas mal de choses qu'il faut corriger, arranger, etc. Mais c'est tout à fait faisable. Ce que je dis ici. Du coup, là, tu es en train de me dire qu'on se revoit dans 3 ans. Tu me valides ça. Avec plaisir. Est-ce que, d'une part, on peut parler tu l'as dit justement, tu as d'autres business. Est-ce que tu veux en parler un petit peu si tu investis, dans quoi tu investis? Qu'est-ce que tu développes? Écoute, aujourd'hui, j'ai un projet avec mon frère. Nous, on développe des projets immobiliers. Donc, c'est-à-dire que c'est du co-living. Ça fait... Maintenant 3 ans qu'on a commencé à faire ça. On a commencé avec une maison, on a testé. Donc ce sont des maisons de maître à Bruxelles, des maisons unifamiliales où on la retable, on fait des travaux, on fait des chambres. Mais c'est avec Ostending, c'est ça. Ce sont des projets de qualité. Tu étais venu voir d'ailleurs quelques projets. Voilà, donc je suis beaucoup focus dans ce type de projet. J'adore l'immobilier et je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel, ce genre de projet, parce que ce sont des maisons qui ne sont pas adaptés pour des familles classiques avec des enfants. Une famille standard ne vit plus dans des maisons de maîtres comme ça à Bruxelles. Hein. Donc ce sont des projets d'une part écologiques, je trouve, parce qu'on transforme une maison qui pollue, on va dire, une énorme maison. Ah oui. Et donc on fait plusieurs chambres, on fait un espace commun partagé, on crée une communauté. Donc l'idée c'est ça, donc c'est faire des projets de colocation sympathiques et des interactions entre des personnes de partout d'Europe ou du monde. Vous optimisez les espaces et du coup, comme tu dis, c'est là où tu abordais le côté un petit peu écologique, on va dire, où tu optimises les espaces pour éviter, entre guillemets, un peu le gaspillage des surfaces. Parce que là... Surface, énergie, et voilà. Donc je pense qu'il faut voir dans tous les angles. Et je trouve que ce genre de projet, en tout cas qu'on fait, c'est très innovateur, d'une part, et adapté à la société actuelle que nous vivons. Non, bien sûr. Et puis, comme tu le dis, tu as aussi toute la partie sociale et culturelle où vous mixez justement énormément de personnes des 4 coins du monde, parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent justement, des touristes étrangers et autres, qui viennent dans vos biens. Donc, c'est top. Des gens qui viennent, par exemple, pour un stage à la Commission européenne. Bruxelles, c'est très dynamique. Hein. Des gens viennent de partout, parfois pour des stages ou pour passer une période ici. Et c'est très centré aussi. Hein. Donc, Bruxelles, hein, pas loin des grandes villes, etc. Oui, bien sûr, oui. Pas trop cher par rapport aux grandes villes que nous avons, comme Paris, Londres, etc. Donc, en fait, ce projet-là, c'est très inspirant pour moi. Et on a une belle rentabilité d'un côté, mais de l'autre, c'est très adapté pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes aussi ne savent plus acheter comme avant, avoir des crédits. Ils ne veulent pas non plus. Donc, le mode de vie a changé aussi. Donc, on est dans un mode de vie aujourd'hui, plus de partage et de profiter d'un espace. Aujourd'hui, tu as Netflix, tu as YouTube, tout ça, ce sont des abonnements, mais pas des contrats au long terme.
Oui, Et oui. c'est la même philosophie que nous appliquons pour nos biens, quoi. Oui, oui. Non, non, c'est top parce que moi, je me mets vraiment à la place de la personne justement qui quitte son pays pour ses études ou autre, ou même sa ville, sa région pour venir justement, dans ce cas-ci, centre de Bruxelles et tomber sur un bien avec une multitude de chambres et pouvoir en faire des belles rencontres. C'est vraiment, c'est chouette. C'est un bon tremplin pour la personne justement qui a pas encore l'optique d'acheter mais qui veut déjà. C'est ça. Et après, moi, quand je vois l'optique, même pour mes enfants, hein, mon fils, il a 11 ans, mais quand il va aller étudier à l'étranger, par exemple, je sais pas, il va à Londres, etc., moi, je serai le premier à lui dire d'aller dans une maison comme ça, de co-living. Pourquoi? Parce que il connaîtra des gens facilement, il va se connecter avec des personnes. Donc, il y a le côté social qui est très important parce que, ok, très bien, disons que tu as des moyens et tu vas dans une autre ville, tu dois louer un appartement, tu vas vivre seul, tu vas pas interagir peut-être autant. Et dans le co-living, avec quelques années d'expérience qu'on a maintenant, on a vu que les gens, ils partent de là avec un bagage, non seulement la ville qu'ils connaissent, qu'ils viennent pour connaître, mais avec des amis qui font Ouais. et des connexions. Et voilà, donc c'est une expérience. Et je pense que ça, je suis, comme j'ai dit, même du côté dans ma famille, j'aimerais bien que mes enfants fassent ça, par exemple. Et puis si on en revient de façon au côté entrepreneuriat et investissement, justement, avoir des logements pareils, c'est une bonne façon, comme tu l'as dit, de créer son réseau et donc networker Exactement. des belles opportunités pour le futur, quoi. C'est vrai. Ok. Ouais, non, c'est bien. Et du coup, justement, tu as des sociétés dans l'immobilier, titres-services, que tu peux nous faire part justement par exemple, des défis que tu rencontres ou que tu as rencontrés, par exemple, si tu as un gros échec ou une grosse difficulté et comment tu t'en es relevé justement. Parce que ça, je pense que ça peut inspirer les gens. À chaque fois, les gens se disent je suis le seul à rencontrer ce problème-là ou je suis le seul dans... Mais écoute, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a presque tous les jours des défis. Je pense que la vie d'un entrepreneur, c'est pas une vie facile à gérer. Tu dois être prêt à des défis. Voilà, parce que tu n'as pas de sécurité déjà. Donc tu as beaucoup de risques, mais d'une part, mais de l'autre, il faut aimer prendre de risques. D'ailleurs, je parlais avec toi de ça. Il faut aimer prendre de risques, mais plus de risques tu prends, plus d'opportunités tu as aussi. C'est un peu comme crypto-monnaie, on va dire. C'est risque-rendement, hein, toujours. Risque-rendement. Il faut savoir perdre pour gagner. C'est exactement ça. Mais après, de l'autre côté, ce qui est très intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que tu fais des belles connexions avec des gens. Je pense que le networking, c'est très important. Donc, c'est très, très important tu ne sais pas entreprendre tout seul. C'est impossible. Donc, pour entreprendre, tu as besoin des gens, l'être humain. C'est pas que l'argent. Avant l'argent, il faut l'être humain, quoi. C'est avec l'être humain que tu vas d'abord avoir cette connexion et puis tu signes un contrat et puis ils vont penser à toi. Donc c'est le côté humain qui est très très important quand tu veux entreprendre. En revenant aux défis, j'ai eu quelques défis, oui, tout à fait. J'ai eu mon ex-épouse par exemple, ça c'est plus récent, qui était mon associé et on a travaillé pendant beaucoup d'années ensemble dans les titres et services, le nettoyage, etc. On a tout lancé ensemble et puis en 2019, plus ou moins 19, on décide de se séparer. Et donc là, on se dit, bon, ok, très bien, mais après, le business, travailler ensemble, gérer toute cette partie. Des contrats derrière et oui, c'est des pas... contrats et ça. Donc ça m'a pris beaucoup, mais ça m'a coûté très cher émotionnellement parlant. Non seulement pour moi, mais pour elle aussi, hein, parce que bon, on était très investis dans notre business. Et donc voilà, donc ça, c'était un défi. Donc travailler avec son compagnon, ça peut être très bien quand ça marche, très 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 bien. Mais quand ça marche pas, il faut gérer ça aussi. Il faut savoir le gérer. Après, je suis quelqu'un, j'ai vu avec ce défi, par exemple, c'était un grand défi pour moi. C'est quelque chose aussi à savoir gérer, apprendre à gérer. Tu apprends beaucoup aussi avec tout ça, au niveau émotionnel. Ça s'est bien passé à la fin, hein. Tous les deux, on s'est mis d'accord, etc. Mais je dirais que c'est un des plus gros défis que j'ai eu jusqu'à présent, c'est ça. Donc, le mélange du privé et le professionnel ensemble, peut-être je le referai pas. Oui, mais bon, quoi qu'il arrive, on t'apprend de ça, donc c'est top. Et alors, pareil, pour ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent, j'imagine qu'il y a quand même une multitude de personnes qui ont fait ou qui font la même chose que Bien toi. sûr. Encore une fois, que ce soit un conjoint, un associé ou autre, tant que tout se passe bien, c'est magique. Et puis, une fois qu'il y a des petits conflits, ça pose un peu de problème. Mais bon, là, je vois visiblement que... Exactement, c'est ça. Après, il y a beaucoup de gens, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui font ça et ça marche. Je pense que ça marche. Et avec moi, ça a marché pendant très longtemps aussi. Oui, bien sûr. Donc voilà.
Mais après, j'ai eu un entrepreneur au Brésil récemment, on a été pour une conférence, qui disait quelque chose de très, très intéressant, et ça, j'ai bien gardé avec moi. C'est avec un compagnon ou un associé, comme tu le dis, parce que ton associé aussi, c'est quelqu'un qui fait partie, il est dans le business, etc. Et c'est un peu le même principe. Il faut déjà avoir un contrat de sortie au cas où. Donc, il faut toujours penser au plan voilà, ça marche pas, comment on arrête le partenariat. Parce qu'il ne faut pas garder un associé quand ça marche pas, ou arrêter une société parce que ça marche pas entre deux personnes. Donc ça m'a fait réfléchir et dire, voilà, il faut toujours penser. C'est vrai que c'est pas cool de penser au pire, mais il faut l'anticiper, il faut l'anticiper en tant que personne mature, et c'est un business, etc. Et après, ça se passe super bien quand tout est dit à l'avance. Oui, bien sûr. Oui. Ah, c'est bien, c'est top. Et sinon, investissement, donc tu investis en IMO, tu investis dans d'autres choses, ou pour le moment tu es focus IMO Ben écoute, je suis dans une période où je suis très focus dans ce scaling de Starclean aujourd'hui. Donc je suis très focus là-dedans et très focus dans l'immobilier. Donc j'investis beaucoup dans l'immobilier, mon énergie, mon temps pour des nouveaux projets qui vont venir. Très intéressant. Je ne peux pas encore en parler, mais c'est des choses qui tu reviendras. Je reviendrai pour ça. Donc voilà, avec mon associé. Donc comme je disais, c'est mon frère et associé. Et après, j'investis aussi. J'ai commencé à investir il n'y a pas trop longtemps dans les montres, par exemple. Et je commence aussi un petit peu à investir. J'ai commencé avec toi à toucher un peu aux crypto. Donc j'adore entreprendre, en fait. J'adore entreprendre. Et je suis quelqu'un qui, voilà, dès que je trouve qu'un chouette projet, quelque chose de sympa, je suis l'entrepreneur qui n'a, aujourd'hui en tout cas, quelque chose de spécifique, dire voilà, j'adore mon entreprise. Non, mais c'est le fait d'entreprendre qui est dans l'âme, quoi. Encore une fois, c'est le parcours qui t'intéresse plus que le produit en lui-même, à la limite. C'est ça. C'est le parcours et pas le produit fini, mais le développement de ce projet. J'adore. Parce que c'est vrai que souvent, on voit un produit fini, on dit waouh, c'est cool. Avoir une belle voiture, par exemple. Mais le parcours est plus intéressant que de. Oui, bien sûr. Donc, voilà. L'objet n'est pas la finalité, quoi. Exactement, c'est ça. Bien sûr. Et en parlant d'objets et de montres, je vois que tu en as une belle au poignet. Oui. Quel modèle? Écoute, ça c'est une Rolex Yachtmaster 2. Très belle. Merci beaucoup. Un petit cadeau personnel. Un petit cadeau personnel, un investissement en même temps. Ah, diversification. Diversification. Et après, c'est une philosophie aussi en quelque sorte, non? Le fait de porter une belle montre, pour les hommes en tout cas, la montre, ça parle beaucoup, quoi, je pense. C'est quelque chose de très, comment te le dire, je sais pas quel terme on peut utiliser pour ça. Mais déjà, c'est pas le seul bijou de l'homme, parce qu'évidemment, chaque personne porte ce qu'il veut, mais ça en fait en tout cas partie intégrante. Exactement. Et puis c'est aussi un symbole, ça peut être un symbole d'accomplissement aussi. Et je pense que dans ton cas, par exemple, tu as voulu te faire un petit peu plaisir par rapport à ton parcours, ce qui est déjà... Oui, c'est ça. Donc, se faire plaisir. Et après, donc, je trouve que la marque aussi, j'aime beaucoup cette marque, donc Rolex, et c'est une marque qui a une très, 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 très belle histoire. Et donc, c'est pas juste une montre, mais c'est l'histoire qu'il y a derrière. Le symbole. Le symbole. Et donc, ça, c'est mon... Comme tu dis, c'est un petit plaisir personnel. C'est bien. On parlait justement de difficultés, challenges et autres. Je sais que tu adores justement sortir de ta zone de confort. Exactement. Niveau sport, par exemple, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as mis en place? Ben écoute, justement, le sport, c'est quelque chose dans ma vie, en tout cas, qui fait partie de mon style de vie. Et en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est extrêmement important de faire du sport pour le mental déjà. Donc, je parle pour moi ici. Donc, niveau mental, tu as un mental beaucoup plus fort quand tu as quelqu'un tu mets des objectifs et tu dis voilà. Et quand pas seulement dans le monde de l'entrepreneuriat, mais je trouve qu'un entrepreneur, on va dire complet, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui arrive à être bon, une bonne moyenne dans tous les piliers de sa vie. Les piliers de sa vie, oui, c'est ça le mot. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent beaucoup dans le côté professionnel, mais il y a des domaines dans sa vie qui marchent moins bien. Donc, c'est comme une roue. La roue, pour qu'elle tourne, elle doit être ronde, sinon... Ah oui, bien équilibrée, oui, mais c'est vrai que... Et donc, dans quel côté... Moi, par exemple, j'ai le sport, j'ai le côté spirituel, et après le côté professionnel. Donc, c'est ces 3 points qui me guident pour être fort mentalement et pouvoir surpasser, en fait, les obstacles qui sont devant moi.
C'est vrai que je trouve ça toujours très intéressant. Je fais souvent le point par rapport à moi-même, justement, pour tout ce qui est les différents piliers de la vie, parce qu'on pourrait un peu les définir, chacun les définit un peu comme il veut, mais c'est vrai que pour moi, il y a la famille, les amis, argent, santé, sport, travail, par exemple. Et du coup, c'est pas mal parfois de, comme tu dis, trouver un équilibre entre tout, parce que c'est entre guillemets facile d'être bon sur un des piliers, mais d'équilibrer tous les piliers et être bon dans tous, c'est plus compliqué. Exactement. Je pense que quelqu'un qui dit qu'il est trop bon dans un des piliers, mais mauvais dans les autres, il a pas. Je pense que voilà, il y a quelque chose qui va pas en tout cas, et ça peut casser à un moment donné. Ça crée des déséquilibres. Des déséquilibres, tout à fait, tout à fait. Et dans la vie, on a besoin d'un équilibre pour être bien avec sa famille, avec ses enfants. Comme je te dis, pour ceux qui sont croyants, il y a le côté spirituel qui est très important, en tout cas pour moi. Et le sport. Le sport, ça fait partie de ma vie, mon style de vie. Aujourd'hui, on parlait d'ailleurs tous les deux de la course. Je me suis mis un objectif de faire un demi-marathon cette année. Donc, je l'ai fait. J'ai dit, je vais essayer. Et puis, j'ai surpassé moi-même, tu vois. Donc, j'ai fait un demi-marathon en Belgique. Et puis après, je pars au Brésil. J'ai dit, tiens, je vais essayer de faire un marathon, mais je me préparais quand même, sans trop me préparer. J'arrive au Brésil, à Rio, il y avait un marathon qui se passait à Rio. J'ai dit, je vais essayer. Je suis chez moi, dans mon pays. Donc, c'est l'occasion ou jamais de faire un marathon chez moi. Et ça serait mon premier marathon. Et donc, je l'ai fait. Et pour moi, c'était quelque chose d'inexplicable. La sensation, l'accomplissement. C'est vrai que c'est très, très dur, un marathon. Hein. C'est pas facile. Mais je pense que ce qui a joué, en tout cas pour moi, c'est le mental. Et ça m'a montré à moi-même le fait de... Quand je l'ai fini, je dis, OK, pendant le marathon même, tu vois que tu es capable et c'est plus le mental que ton corps qui te pousse. Et voilà, donc ça m'a... C'était un chouette exercice. D'ailleurs, moi, je parlais avec toi, on va faire ensemble un marathon. Entre-temps, t'en as refait un deuxième aussi. Entre-temps, je n'ai fait un deuxième. On devait le faire ensemble. Ça s'est pas mis, ouais. Donc, j'ai fait un deuxième à Lisbonne. Et c'était très dur aussi. Mais c'était magnifique. Et donc, voilà, 2 marathons cette année-ci. J'étais pas, pour te le dire, j'avais pas préparé, j'avais pas pensé que cette année-ci, je l'aurais fait. Et je suis quelqu'un de très déterminé. Une fois que je commence quelque chose, je vais aller foncer, faire vite. Bien faire, mais pas traîner 3 ans de préparation, etc. Et ce qui est bien justement avec le sport, et certains vont se reconnaître, c'est qu'en fait, autant l'entrepreneuriat, même les investissements et autres, c'est les résultats, si jamais tu arrives à obtenir des résultats positifs, et c'est pas toujours le cas malheureusement, même si tu entreprends avec la meilleure volonté du monde, tu vas pas toujours réussir, et ça peut prendre des années avant justement d'avoir ce sentiment de satisfaction, d'accomplissement. Tandis que par exemple avec le sport, tu le dis avec semi-marathon, marathon et toute autre discipline ou objectif, il y a moyen de l'avoir très très rapidement. Et ça je pense que, personnellement, je trouve ça hyper intéressant, même pour moi-même, c'est à chaque fois des objectifs justement marathon, semi-marathon et autres, le fait de l'accomplir, ça va te prendre quelques jours, quelques semaines d'entraînement, et la satisfaction, tu l'as directement. Et le fait de dupliquer, tu prends énormément confiance en toi, et c'est surtout qu'en fait, tu te rends compte que tu es capable de beaucoup plus que ce que tu pensais. Donc, C'est ça. C'est ça, en fait, avec le sport, parce que je fais pas seulement les courses, mais je fais aussi du jiu-jitsu brésilien. Et c'est une autre philosophie, un autre concept, où on apprend déjà à perdre, parce qu'avec tous les combats que nous faisons pendant les cours, on perd beaucoup pour commencer à gagner après à un moment donné quelques combats. Et donc, c'est chouette. Et cette connexion entre un sport de combat, par exemple, maintenant en parlant, c'est bien on apprend à perdre des échecs. Et après, on commence à avoir des chemins de sortie. Ou comment ne pas être finalisé, par exemple, et au moins tenir. On est dans une situation de merde, mais on est là. Donc, ça nous apprend beaucoup. Donc, je pense que le sport de combat m'apprend en tout cas, parce que moi, je fais encore, m'apprend beaucoup à avoir un mental très fort et de se dire, voilà, même si je perds aujourd'hui, demain, je vais gagner. Même si aujourd'hui je suis dans une mauvaise position, mais je ne le perds pas encore. Et ça m'a beaucoup aidé dans la course déjà, donc dans les marathons, parce que je pensais à ça. Donc voilà. Donc il y a cette connexion. Il y a la connexion entre les sports. Et le sport nous aide en tant qu'entrepreneur. En tout cas, ça c'est mon conseil. C'est le même mental que tu as dans le sport. Tu l'appliques dans ta société ou dans tes projets. Même si, comme tu dis, même si beaucoup ne réussissent pas ou que ça prenne beaucoup de temps pour réussir. Si tu dupliques ce modèle sport dans ta discipline de vie, c'est la même chose, ça va marcher. Ça va marcher à un moment donné. Parce que pourquoi ne pas marcher si ça marche dans ton style de vie personnel? Et une entreprise, c'est ton personnel qui tu vas le dupliquer en quelque chose, mais l'entreprise, c'est toi. Oui, bien sûr, oui. C'est toi-même.
Non, et puis il y a aussi une belle analogie, par exemple, pour tout ce qui est sport de combat et juste la vie au quotidien ou même l'entrepreneuriat, c'est ramasser des coups. Et en fait, l'objectif, c'est quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, c'est de savoir se relever et de continuer. Et puis, petit à petit, à force de répétition, tu arrives petit à petit à des choses positives et des objectifs. Exactement. Je pense que la vie d'adulte, en tout cas, c'est ramasser des coups. On ramasse tous les jours des coups dans tous les sens, au boulot ou, je sais pas, dans la rue, dans le transport, etc. Donc, on ramasse des coups tout le temps. Et le sport nous aide à avoir ce mental fort et dire non, c'est rien, j'ai ramassé un coup, mais tu commences à t'adapter à la douleur et cette douleur devient plus faible, on va dire. Et tu commences à monter des niveau mental. Et un entrepreneur doit avoir, c'est pas une question de choix, mais doit avoir un mental très fort, je pense. Oui. Pour ne pas craquer, parce que on passe tous par des moments très difficiles. Oui, bien sûr. L'idée, c'est on peut plier, mais pas craquer, quoi. Exactement. Ouais, il faut être pliable, comme tu dis. Il faut être pliable, il faut être souple. Ouais. Mais oui, c'est ça, parce que bon... Mais tenir. On en avait déjà discuté, chacun, que ce soit pour le sport, l'entrepreneuriat ou autre même d'ailleurs, on a tous un peu nos leitmotivs, nos motivations personnelles. Et moi dans ce cas-ci, c'est quand par exemple j'en ai marre ou quoi, c'est de me dire tu vas vraiment abandonner. Mais la question en fait, exactement. J'y réponds directement et donc bien sûr que non. Donc en fait on continue et tant pis. C'est ça. Donc, et on le voit surtout par exemple avec la course, parce que c'est vrai que je regardais justement un podcast qui était très intéressant, il comparait justement tout ce qui était course, endurance, que ce soit justement Ironman ou des 42 km et autres, par rapport à d'autres sports. Et c'est qu'en fait, par exemple, pour la course ou même un triathlon, c'est uniquement, enfin, le 3/4 du temps, c'est ton mindset qui prend le dessus et c'est lui qui va plier et pas ton corps. Et ils avaient fait justement le comparatif avec la musculation VS course ou triathlon. Et en fait, pendant que tu vas faire ta musculation, tu vas soulever des poids et tu vas aller jusqu'à l'échec parce que tu n'arriveras plus à faire une traction, parce que tu n'arriveras plus à te soulever ou plus possible justement de faire soulever de terre ou peu importe. Par contre, courir, à moins d'avoir fait des centaines de kilomètres et de t'écrouler parce que tes jambes répondent plus, théoriquement, tu sais encore le faire. Mais c'est généralement le mindset, le mental qui commence à craquer un petit peu avant. Non, exactement. C'est ça, c'est le mindset qui dépasse ton corps. Parce que nous, on est capable de faire beaucoup de choses, je pense. Énormément de choses, mais que nous, on ne se rend pas compte. On pense que je vais courir avec mon fils, il a 11 ans. Et au début, où j'ai mal ici, papa, j'ai mal là. Et l'autre jour, il a atteint 5 km avec moi. Moi, je suis très content avec lui. Parce qu'il a vu qu'il commence à avoir un mental, et donc c'est l'exercice avec les enfants, c'est ça, donc de montrer qu'ils sont capables et qu'il ne faut pas croire que parce qu'une petite douleur ci, une petite douleur. Mais nous, on est comme ça, en fait, les adultes. Et le sport, c'est comme tu dis, c'est le mental. Je pense que les grands sportifs, ça, voilà, c'est d'abord un mental. Quand tu regardes, il y a beaucoup d'exemples dans le sport. Et c'est le même esprit, donc c'est cette même connexion en revenant ici, avec l'entrepreneuriat, quoi. Pour parler encore sport, une mini parenthèse, je voyais encore une personne qui détient maintenant le record du monde et qui a fait 510 km de nage. 510 km de nage. Pendant 54 heures plus ou moins. Sans s'arrêter. Ouais. Ça, nous, on n'est rien à côté. Après, il est ressorti de l'eau pas frais, il a filé à l'hosto, mais il a réussi et ça, c'est une vraie prouesse. Ouais. Et c'est ça. En fait, moi, ce que je pense, c'est quand tu regardes des exemples comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'exemples d'extrêmes. Oui, complètement. C'est quoi un marathon à côté? C'est quoi un triathlon? C'est quoi un Ironman? C'est très difficile, hein? Mais tu vois, je pense que, en tout cas, mon exercice, en fait, moi et toi, on rigole, mais c'est vrai, voir mettre la barre très, très, très haut, et alors on se dit non, ça c'est rien, quoi. Hein? Tu te rends compte que ton objectif personnel n'est pas très haut. Mais par contre, le truc que je trouve vraiment bien, c'est en fait, peu importe l'objectif de chacun, l'objectif, c'est de se combattre soi-même. Et si jamais la personne n'est pas capable de faire plus de 3 km, c'est pas grave. Entraîne-toi à faire 3. Et puis dès que tu arrives, tu fixeras 4 et puis 5. Et donc on s'en fout. La finalité, c'est pas de dire j'ai réussi à faire un semi-marathon, un marathon, ou à développer une boîte, 10 millions ou quoi. C'est plutôt tu te fixes ton propre objectif. Et si ton objectif à toi, c'est d'avoir 2 clients et de faire 5 000, 10 000 euros par mois ou de faire 10 km ou quoi, c'est une belle prouesse. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait. Et c'est un bon point que tu abordes ici parce qu'on a parlé de choses assez compliquées où on a montré qu'on met la barre très haute. Mais d'un autre côté, il faut être juste heureux, quoi. Juste heureux et faire ce qu'on aime et se dépasser soi-même. Donc c'est ça l'idée. Donc on a une phrase, hein, donc toujours être 1% plus meilleur que hier, quoi. Ouais. Et moi, c'est l'exercice que moi je fais, en fait. Donc nous, on doit juste
déjà trouver où on est dans la vie, où est-ce qu'on peut y aller. Mais c'est ça, donc c'est ne pas de faire des choses impossibles, mais faire ce qu'on est capable, parce que tout le monde est capable de faire quelque chose de bien, inspirant en tout cas. Oui, bien sûr. Ouais. Parfois, tu vas pas faire quelque chose d'énorme, mais tu peux inspirer ta famille, tu peux inspirer tes enfants, tu peux inspirer tes proches. Oui, ça s'arrête pas qu'au sport ou au business, mais à tout. Être un bon père. Exactement, c'est ça. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça, c'est toi-même qui dois se dire, voilà, est-ce que ça sert à rien de faire beaucoup de choses pour les autres, pour d'avoir des beaux chiffres pour plaire ou pour montrer à ton papa ou à ta famille que tu as réussi. Donc moi, en tout cas, ce que je fais, c'est d'abord moi-même. Il y a toujours cette réflexion. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Il faut toujours raisonner comme ça. En tant qu'entrepreneur aussi, parce qu'on n'a qu'une vie aussi. Oui, bien sûr. Il ne faut pas se comparer avec ce qu'on voit sur YouTube, parce que je pense qu'on vit dans un monde aussi de compétition tout le temps, permanent. Et c'est de plus en plus avec Internet, je pense. Complètement. Oui, donc les sociétés aussi, hein. Donc il y a cette compétition entre les sociétés dans le même domaine, etc. Avec l'intelligence artificielle maintenant, ça va être encore pire. Mais voilà, il faut être très mature en fait. Il faut chercher cette maturité de se dire moi-même, est-ce que je sais où j'y vais, comment je vais arriver, chercher poser les bonnes questions et réponses et aller à son rythme, quoi. C'est ça l'idée. Donc moi, parfois, j'ai fait des choses que j'ai des amis à moi qui me disent mais tu vas trop vite, etc. Mais je sais que c'est mon rythme peut-être. Oui, bien sûr. Et je ne vais pas craquer non plus, faire quelque chose de très, très compliqué que je ne vais pas arriver. Il vaut mieux aller dans un bon rythme constant que d'aller trop vite et se casser la gueule ou sa société ou sa famille, quoi. Et pour revenir justement sur la maladie de la société à l'heure actuelle où tout le monde se compare, c'est vrai que de toute façon ça sert à rien dans le sens où il y aura toujours pire que toi, il y aura toujours bien meilleur, peu importe le niveau. Toujours. T'es millionnaire, il en aura 10, il en aura 100, 1 milliard et ainsi de suite. T'es sportif, il va faire 5 marathons de plus. Enfin, peu importe au final le secteur, on va dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, comme tu dis, il faut vraiment le faire pour soi-même. Ça, c'est une priorité. Et aussi, également, ce qui est drôle, c'est que si par exemple, je te dis... Est-ce qu'une banane c'est une pomme? Non, en fait, tu ne compares pas justement une pomme et une banane, mais par contre, tu vas te comparer à quelqu'un d'autre, tu vas vouloir ses objectifs à lui, et quand on va le dire, ok, pas de souci, est-ce que tu as le même historique de vie? Tu vas dire pas du tout, pour X raisons, mieux, pas bien, ou ainsi de suite. Et est-ce que tu as sacrifié ta vie pour avoir exactement la sienne? C'est ça. Tu vas dire, jamais, parce que c'est pas du tout une vie qui m'inspire, mais par contre, tu verrais ses résultats. C'est comme tu dis, c'est les parcours en fait. Je pense que toi, tu as un parcours tout à fait différent du mien. Donc moi j'ai un parcours bien spécifique, mon fils il aura un parcours différent, donc je veux dire ce sont des parcours qu'il faut respecter le parcours de chacun, l'histoire de chacun, et c'est comme tu dis, il faut pas se comparer. Je pense que c'est le pire des paramètres ici, c'est la comparaison, parce que si je peux dire, c'est comme, il y a beaucoup de gens, c'est comme ils disent le jour que j'aurai une Rolex, je serai heureux. Tu vois, le jour que j'aurai un beau sac pour les femmes de telle marque, je serai. Et alors là, tu te rends compte que tu dis, ma vie n'a pas changé. Ma vie n'a pas vraiment changé. Oui, ça, alors tu as une belle voiture. Et après, ta vie peut être peut-être plus facile pour certaines choses, où tu as accompli quelque chose. Mais tu vas te rendre compte vite que c'est pas ça le bonheur. C'est éphémère, ouais. C'est éphémère. Et qu'il y aura toujours quelqu'un mieux que toi. Tu vois, il y aura toujours quelqu'un qui va dire mais moi j'ai un mieux que toi. T'as eu ma montre, encore mieux. Ouais, bien sûr. Donc ça, je pense, un bon raisonnement et un bon sujet à parler ici quand même pour pouvoir. Ouais, pour tous ceux qui regardent ou qui écoutent, c'est vrai que au final, on se compare tout le temps. En fait, c'est inévitable. C'est inévitable. Mais le truc qu'il faut essayer de faire, c'est plutôt de jouer sur la comparaison, plutôt jouer justement sur l'inspiration. De dire cette personne, elle a un niveau extrême. Elle m'inspire et je veux aller dans ce sens-là, mais avec ton propre parcours évidemment. Mais... C'est ça, je pense que le plus grand challenge, c'est ce que tu viens de dire et c'est très important, inspirer l'autre. Et on peut inspirer d'une façon ou de l'autre, inspirer un ami, inspirer au travail, inspirer... Et nous aussi, voilà, nous, ce qui nous passionne aussi, c'est d'être inspiré par quelqu'un que tu dis, voilà, il a fait quelque chose de super cool. Avant l'argent, bien sûr. Avant l'argent, avant le matériel, c'est l'inspiration du projet. Du projet de vie ou projet professionnel. Et je remarque ça, quoi. Donc, les choses que moi, je fais, en tout cas, même si j'inspire peut-être quelques personnes, mais j'aime bien inspirer les gens. C'est pour moi, bien sûr, en premier, mais j'adore inspirer mes enfants, les gens qui sont autour de moi, etc. Et quand les gens viennent chez moi, ils me disent, mais... Parce qu'il y a des retours après. Ça, tu peux dire, j'ai réussi dans tel domaine parce que
tu inspires les gens. Parce que bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui se font beaucoup d'argent. Oui, bien sûr, mais je trouve que c'est un bel accomplissement. Après, chacun a ses objectifs. Chacun a ses objectifs, voilà. Je trouve qu'un objectif de vie, si tu peux aider une personne d'une façon ou d'une autre avec un service, du savoir, Exactement. de la valeur, peu importe, je trouve ça vraiment... Côté humain, hein, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le vrai but de la vie au final. Hein. c'est ça. Et avec mes sociétés déjà, comme j'ai beaucoup de relations humaines j'ai beaucoup d'employés, c'est quelque chose que je développe et que j'ai ce skill, on va dire, dans mon gène, c'est le côté humain, cette sensibilité, ça le mot. Et je remarque que c'est le plus important. C'est être sensible à l'autre, quoi, de pouvoir aider l'autre. Quelle est ta vision de l'investissement long terme avec peu de risques ou court terme avec plus de risques? On parlait justement risque-rendement. Tout à fait. T'as quel style de profil, toi? Je dirais plutôt court terme. Ok. Donc un peu plus de risques, mais pour aller chercher un peu plus de rendement. C'est ça. C'est mon style de vie déjà, donc voilà, la vie n'est pas courte. En étant rationnel, ouais. En étant rationnel. Mais si c'est à choisir entre un ou l'autre, c'est plus court terme et plus de risques. Et être prêt à prendre le risque. Ça se joue avec énormément de facteurs. Il n'y a rien à faire. Définir son profil en tant qu'investisseur, c'est pas que deux facteurs, mais je pense déjà qu'il y a aussi le côté âge. Dans le sens où oui, t'as 60 ans ou t'en as 30, tu réfléchis pas de la même façon. Exactement. T'as des enfants, pas d'enfants et ainsi de suite. D'où tu viens. Oui, ton parcours, encore une fois. patrimoine actuel ou pas. Est-ce que tu es ça. prêt à perdre des choses? Est-ce que tu n'as rien? Enfin, peu importe. C'est ça. Ouais, je pense que plus que tu as, moins de risques tu veux prendre, non? Exactement, ouais. Enfin, après, tout dépend, hein, mais c'est propre à chacun, ouais. Chacun a son truc. Par exemple, pour toi, qu'est-ce qui fait un bon investisseur? Est-ce que tu aurais 1, 2, 3 conseils enfin, même pas forcément un conseil, parce qu'encore une fois, ici, il n'y a aucun conseil en investissement. Mais toi, qu'est-ce qui te parle? C'est quoi la définition pour toi d'un bon entrepreneur et qu'est-ce que tu devrais mettre en place comme skill pour l'être, par exemple? Bon entrepreneur, encore une fois, c'est quelqu'un qui est sensible à l'autre. Donc, de pouvoir avoir cette sensibilité de communication, de pouvoir écouter et aussi savoir que tu ne vas pas aller loin tout seul. Donc, il faut être prêt à avoir des partenariats, parce que tout seul, tu vas prendre beaucoup plus de temps pour y arriver. Et plus de networking tu as, plus d'opportunités. C'est comme une chaîne. Hein. Plus grande elle est, cette chaîne, c'est comme un vélo, tu vois, je sais pas comment ça s'appelle, le petit truc qui tourne du vélo. Là, le disque. Le disque. Ouais. Bien, oui, non, bien sûr. Et oui, donc, plus petit il est, tu en as juste un, le tout petit, là, il est très, très dur. Et plus grand il est, plus facile ça va être. Donc, c'est-à-dire les gens, les intervenants dans ton projet. Ah ouais, c'est intéressant, ouais. Une belle métaphore. Donc, c'est ça que je raisonne toujours. C'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver les bons partenaires, mais c'est le networking, c'est connaître des gens, se connecter, être partout. Et c'est ça qui va aider et faire confiance aussi aux gens. Tu vois? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance à l'autre, mais plus d'intervenants tu as dans un projet, même s'il y a des gens qui ne vont pas être fidèles ou qui vont te faire perdre de l'argent, par exemple, ou de l'énergie, c'est juste 1 sur 100, par exemple. Donc, voilà. Ah, c'est vrai que toi, tu parles aussi en off, évidemment. Beaucoup de loyauté qui est aussi quelque chose qui me parle énormément. Ouais. C'est ça. Tout à fait. C'est vrai que je pense que c'est une belle qualité, oui. voire même une nécessité. Oui. Non, mais c'est bien, mais comme tu l'as dit, c'est vrai que le réseau, il n'y a rien à faire. Là, dans ce cas-ci, j'avais mis des exemples, mais diversification, patience. Après, ça dépend un peu de chacun, mais c'est vrai que je pense que la patience, c'est un peu aussi la clé. C'est la clé, bien Sinon, sûr. Sinon, tu te brûles les ailes. Très patient. Je pense qu'il faut être très patient. C'est comme la pêche, il faut attendre, et dès que l'opportunité elle arrive, c'est la bonne, quoi. C'est ça. Et ça peut aller vite, comme ça peut prendre un peu plus de temps. Et il y a beaucoup de gens. Plus tu es jeune, plus tu es impatient, je dirais, avec la société qu'on vit aujourd'hui. Parce que c'est le manque d'expérience. Tu penses que ton projet va marcher comme ça du jour au lendemain. Et après, ça marche pas. Tu es vite frustré, non parce que ça marche pas, mais parce que tu as la maturité du projet, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que la patience, c'est très important aussi. Est-ce que tu investis uniquement en Belgique ou à l'étranger pour l'instant? Je suis à 99% centré en Europe, en Belgique en tout cas. J'investis un tout petit peu au Brésil, mais c'est pas significatif, quoi. Par rapport J'ai grandi ici et maintenant je commence petit à petit. Je t'avais raconté, j'avais été 2 fois au Brésil cette année-ci pour des projets, etc. Et je commence à ouvrir la vision parce que c'est un pays, c'est un des pays émergeurs des BRICS. Hein. Le Brésil a beaucoup de potentiel, mais qui reste, c'est-à-dire la Belgique, c'est où j'ai grandi, c'est où j'ai développé tout. Et donc, c'est l'Europe, mais ça reste stable, très stable et très. Parfois, tu as des rendements beaucoup moins intéressants, plus stables, on va dire. Tu as des pays comme le Brésil, tu as beaucoup plus de rendements, mais en même temps, tu as beaucoup plus de risques aussi. Aujourd'hui, je suis beaucoup ici, beaucoup présent en Belgique.
avec l'envie de sortir de t'étendre. C'est ça, de m'étendre. Ah ben c'est bien, ouais. Je pense qu'on arrive tout doucement au bout. Tu reviendras pour un prochain avec grand plaisir. Merci. En tout cas, merci à toi d'avoir participé, de t'être prêté au jeu. J'espère que ça a pu inspirer justement l'une ou l'autre personne, que ce soit pour le parcours, le mindset ou autre. Merci à toi Mathieu, merci beaucoup. Je trouve que moi et toi déjà, donc on a une très belle connexion et je trouve ton projet passionnant aussi, le podcast. Une fois que tu m'as invité, j'étais super excité de venir, de parler et je sais que c'est un gros projet là qui va beaucoup grandir, je le sens. Et l'énergie, elle est là. Donc déjà avec Belgium Invest, j'étais là dès le début aussi. Donc c'est là que je t'ai connu en tout cas. Et je te souhaite beaucoup de succès aussi, toi et ton associé Elvis, que vous faites des très. Je pense que c'est juste une des branches des projets que vous faites. Et je sens que ça va être... c'est très pétillant en tout cas. C'est ça. Ouais, ben moi de toute façon, on a rendez-vous dans 3 ans aussi pour voir tes chiffres. Dans 3 ans, ça va être intéressant. Ouais, c'est super. Ça va, merci. Ben écoutez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas évidemment à liker, vous abonner, partager, nous soutenir et ainsi de suite. Ça nous aiderait énormément. Et si vous avez des questions, des idées particulières ou des envies particulières, n'hésitez pas à le mettre aussi dans les commentaires. Ça nous aidera également. On a déjà une belle liste d'intervenants qui vont arriver dans le futur et autres. Donc, intervenants, entrepreneurs, investisseurs, mindset, enfin peu importe. C'est un peu toutes les thématiques qu'on dit. Mindset, finance. Donc voilà, ça va. Très intéressant. Très intéressant. À la prochaine en tout cas. Merci. À bientôt. Merci à toi. Merci. Merci.